La radio passait une chanson pop quelconque quand j'ai tourné dans Maple Street. Mon esprit passait déjà du mode travail au mode maison, comme il le faisait chaque soir à 18h47. 14 ans du même trajet avaient habitué mon corps à se détendre à l'approche de notre tranquille quartier de banlieue. Les épaules qui s'abaissent, la mâchoire qui se desserre, les tensions de la journée à l'entrepôt se dissipant avec chaque repère familier. Mais ce soir, quelque chose n'allait pas dans la rue. Des gyrophares rouges et bleus clignotaient dans le ciel crépusculaire, peignant les pelouses immaculées de nos voisins de dure couleur d'urgence. Des voitures de police bordaient le trottoir comme un convoi militaire, leurs radios crépitantes de parasites et de numéros codés que je ne pouvais déchiffrer. Une ambulance était garée au milieu de la rue, les portes arrière grandes ouvertes, des ambulanciers s'affairant avec une efficacité urgente autour d'une civière. Ma maison, notre maison, était au centre de tout cela. Du ruban jaune flottait autour de notre propriété comme des serpentins de l'enfer. Un officier en uniforme montait la garde près de notre portail, les bras croisés, le visage impassible. Sur le trottoir, là où les visiteurs se garaient habituellement, une berline de luxe était la proie des flammes oranges, une fumée noire s'élevant dans le ciel qui s'assombrissait tandis que les pompiers dirigeaient leurs lances vers l'enfer. Je me suis garé dans l'allée et j'ai coupé le moteur, ma mémoire musculaire prenant le relais tandis que mon cerveau peinait à traiter la scène. Ce devait être une erreur. Un accident impliquant nos voisins qui avaient débordé sur notre propriété. Claire était probablement à l'intérieur, regardant à travers les rideaux, aussi secouée et confuse que moi. L'officier près du portail s'est avancé alors que j'approchais, une main posée nonchalamment sur sa ceinture. « Monsieur, vous devez rester à l'écart de la scène. » J'ai sorti mon portefeuille pour lui montrer mon permis. « C'est ma maison, Jason Miller. J'habite ici. » Que s'est-il passé? Est-ce que ma femme va bien? L'officier a étudié ma carte d'identité avec plus d'attention qu'il ne semblait nécessaire, comparant mon visage à la photo à 2 reprises. Elle est à l'intérieur, monsieur. La détective Morrison voudra vous parler. Il m'a fait passer sous le ruban et j'ai aperçu les ambulanciers chargeant quelqu'un dans l'ambulance. Un homme, le visage ensanglanté et inconscient, portant un costume coûteux maintenant déchiré et taché. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. La détective Morrison est apparue à côté de moi, une femme d'une 40aine d'années à l'air fatiguée, avec des yeux vifs qui semblaient cataloguer chacune de mes réactions. « Connaissez-vous cet individu, monsieur Miller? » « Non, jamais vu. »« Qui est-il? »« Que s'est-il passé ici ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu directement. « Où étiez-vous ce soir, monsieur ?» Les questions semblaient surréalistes, comme si on me demandait de prouver mon innocence pour quelque chose que je ne comprenais même pas encore. Au travail. Riverside Logistique. Je dirige l'équipe de préparation du soir. Je suis parti à 18h30. Comme toujours. Il y a des caméras, des cartes de pointage, des témoins. Elle écrivait dans un petit carnet, sans me regarder. Nous aurons besoin de ces détails. Puis elle a continué, votre femme dit que cet homme était un ami qui est passé à l'improviste. Elle dit que quelqu'un l'a attaqué devant votre maison et a mis le feu à sa voiture. Une idée de qui pourrait vouloir faire quelque chose comme ça. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Claire n'avait jamais mentionné avoir des amis masculins que je ne connaissais pas. En 12 ans de mariage, elle n'avait jamais eu de visiteurs inattendus. Elle était trop méticuleuse sur la propreté de la maison, trop organisée dans ses routines. Je ne comprends pas, Claire ne reçoit jamais d'amis sans le prévoir des jours à l'avance. Elle est très organisée pour les choses sociales. Les sourcils de la détective Morrison se sont légèrement haussés. Organisée. Elle aime se préparer, cuisiner des plats spéciaux, nettoyer la maison à fond. Que quelqu'un passe à l'improviste la stresserait. Même en le disant, j'ai réalisé à quel point cela sonnait étrange, comme si je décrivais une étrangère au lieu de ma femme. Et vous n'avez aucune idée de qui pourrait vous en vouloir, quelqu'un qui voudrait vous envoyer un message en attaquant un visiteur chez vous? La suggestion m'a frappé comme une douche froide. Il pensait que j'avais fait ça. Il pensait que j'étais rentré, que j'avais trouvé un homme chez moi, et que je l'avais battu jusqu'à l'inconscience avant de brûler sa voiture. L'absurdité de la situation aurait été risible si ce n'était de l'expression parfaitement sérieuse de la détective. Détective, je suis au travail depuis 14 heures cet après-midi. Je supervise une équipe de 8 gars qui peuvent le vérifier. J'ai des cartes de pointage, des enregistrements de sécurité,
probablement 20 témoins qui m'ont vu dans l'entrepôt quand c'est arrivé. Elle a hoché la tête, prenant d'autres notes. Nous devrons vérifier tout ça, bien sûr. En attendant, je veux que vous compreniez que c'est une scène de crime active. Nous devrons examiner la maison et les environs. Puis-je voir clair, ai-je demandé. Pour la première fois, l'expression de Morrison s'est légèrement adoucie. Elle est assez secouée. Elle dit n'avoir jamais rien vu de tel, je l'ai suivie à l'intérieur, dépassant d'autres officiers qui prenaient des photos et recueillaient des preuves. Notre salon avait été transformé en salle d'interrogatoire, avec des carnets et du matériel d'enregistrement étalés sur la table basse antique de Claire. L'air sentait la fumée de la voiture en feu à l'extérieur. Claire était assise sur notre canapé, enveloppée dans une couverture de police, son maquillage coulant sur ses joues, les mains tremblantes alors qu'elle tenait une tasse de café. Quand elle m'a vu, de nouvelles larmes ont commencé à couler. Jason. Oh mon Dieu, c'était si horrible. Je me suis assis à côté d'elle, instinctivement, tendant la main pour la réconforter. Mais quelque chose dans sa posture m'a fait hésiter. Elle tremblait, oui, mais il y avait autre chose dans son expression. Quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Qui était cet homme, ai-je demandé. Elle a parlé vite. Trop vite. Je ne sais pas. Je veux dire, c'était juste un ami, quelqu'un que j'ai rencontré à la salle de sport. David quelque chose. Il est passé pour voir si on voulait rejoindre son club de lecture. Un club de lecture? Claire n'avait rien lu de plus long qu'un article de magazine depuis que je la connaissais. La détective Morrison observait attentivement notre interaction, prenant des notes sur notre langage corporel, nos mots, la façon dont Claire évitait mon regard quand elle parlait. Je sentais le poids de leurs soupçons se refermer sur moi comme un filet. Et le pire, c'est que je ne pouvais même pas les blâmer. Si j'enquêtais sur cette scène, je soupçonnerais le mari, moi aussi. Les pompiers maîtrisent l'incendie de la voiture, a dit Morrison. Nous devrons maintenir la scène bouclée cette nuit pendant que notre équipe de police scientifique examine tout. Monsieur Miller, vous êtes libre d'entrer chez vous, mais comprenez s'il vous plaît que vous restez une personne d'intérêt dans cette enquête. Une personne d'intérêt. L'expression résonnait dans ma tête alors que la détective rassemblait son équipement et se préparait à partir. Dehors, l'ambulance s'éloignait avec son passager blessé et les pompiers arrosaient les restes fumants de la berline de luxe. J'étais libre d'entrer dans ma propre maison, mais plus rien ne serait jamais pareil. La porte d'entrée s'est refermée derrière le dernier policier à 23h30, nous laissant, Claire et moi, seuls dans notre maison pour la première fois depuis le début du chaos. Le silence semblait plus lourd que l'agitation précédente. Pas de radio crépitante, pas de bruit de bottes sur le parquet, pas de voix autoritaires discutant de preuves et de témoignages. Juste ma femme et moi, et l'éléphant dans la pièce qui grossissait de minute en minute. Claire avait abandonné la couverture de police et arpentait maintenant le salon et la cuisine, se tordant les mains et marmonnant des bribes de phrases. Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Pauvre David. Qui ferait une chose pareille? David. Elle avait prononcé son nom 3 fois maintenant, chaque fois avec une familiarité qui contredisait son affirmation de le connaître à peine. Ma voix est sortie plus calme que je ne le sentais, portant le même ton que j'utilisais au travail pour gérer les employés à problème. Assieds-toi, Claire. Nous devons parler. Elle s'est perchée sur le bord de notre fauteuil en cuir, celui qui tournait le dos au canapé, la première fois que je me souvenais qu'elle choisissait de ne pas s'asseoir à côté de moi quand nous étions seuls. Son mascara avait été réparé pendant les interrogatoires de police, mais son rouge à lèvres avait complètement disparu, et je me suis demandé quand exactement elle l'avait perdu. Parle-moi de David, ai-je demandé. Je t'ai déjà tout dit. Et à la police? C'est juste quelqu'un de la salle de sport qui. Quel est son nom de famille, ai-je demandé. La question est restée en suspens. La bouche de Claire s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson, ses yeux se dirigeant vers la fenêtre où le squelette de la voiture brûlée était encore visible sous le lampadaire. Davison. David Davison. Quelle salle de sport, ai-je questionné. Quoi, a-t-elle demandé. Tu es inscrite à Fitness Plus depuis 3 ans. Je suis venu te chercher là-bas des dizaines de fois. Quel entraîneur est David? Quel cours donne-t-il? Son visage s'effondrait maintenant, le sang-froid qu'elle avait maintenu pour la police se dissolvant en quelque chose de brut et de désespéré. Il n'est pas entraîneur. C'est juste un membre qui.
Claire, j'ai insisté en me penchant en avant, gardant ma voix égale. J'ai vu les relevés de carte de crédit. Tu n'es pas allé à la salle de sport depuis 6 mois. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé une fois et s'est tu. Le réfrigérateur bourdonnait dans la cuisine. La respiration de Claire est devenue courte et rapide, comme si elle faisait une crise de panique. Jason, je peux tout expliquer, a-t-elle essayé de répondre, mais je l'ai arrêtée. Vraiment? Parce que j'essaie de comprendre cette soirée et rien n'a de sens. Un étranger se pointe chez nous. Un étranger conduisant une BMW à 60 000 $ se fait tabasser à moitié mort dans notre allée. Sa voiture est incendiée. La police pense que c'est moi. Et ma femme prétend à peine connaître la victime. Les mots ont jailli d'elle, aigus et désespérés. Je ne sais pas qui l'a blessé. J'étais à l'intérieur quand c'est arrivé. J'ai entendu des cris et du verre brisé. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, David était par terre et sa voiture était en feu. J'ai appelé le 911 immédiatement. Qu'est-ce qu'il faisait ici, Claire, ai-je demandé. Elle a enroulé ses bras autour d'elle, se balançant légèrement. Il voulait juste parler de choses, des choses personnelles. La vérité était là, dans les espaces entre ses mots, dans la façon dont elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux, dans l'affaissement coupable de ses épaules. Ma femme, la femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 12 ans, qui savait comment j'aimais mon café et de quel côté de l'évier je préférais me raser, avait été une étrangère dans notre propre maison. La rage qui m'a envahi était pure et froide, comme entrer dans un vent arctique. Pas la colère chaude et explosive d'un instant, mais quelque chose de plus profond et de plus permanent. Un changement fondamental dans la façon dont je voyais Claire, notre mariage, la dernière décennie de ma vie. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Jason, s'il te plaît. A-t-elle protesté. Depuis combien de temps tu couches avec lui, ai-je pressé. Son visage s'est complètement décomposé alors, les larmes coulant librement tandis que le dernier de ses mensonges s'effondrait. 6 mois, mais ça ne signifiait rien. C'était juste. J'étais seul et tu travailles tellement et il me faisait me sentir. Sors, ai-je crié. Je me suis levé, mes mouvements délibérés et contrôlés. Sors de ma vue. Va faire tes valises pour ce soir. Tu dors dans la chambre d'amis. Jason, on peut surmonter ça. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. C'est toi que je choisis. David n'était que. David n'était que quoi? Claire? Juste une erreur qui a nécessité 6 mois de mensonges en face. Juste une erreur qui a amené la police à notre porte et a fait de moi un suspect dans un crime violent. Elle a attrapé ma manche. S'il te plaît, chérie. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je ne le reverrai plus jamais. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. J'ai baissé les yeux sur ses mains sur mon bras, les mêmes mains qui avaient touché un autre homme dans notre maison, les mêmes mains qui avaient retiré son alliance à un moment de la soirée, et l'avaient remise à la hâte avant l'arrivée de la police. La preuve était là, dans la légère indentation sur son doigt, la marque de bronzage qui ne correspondait pas tout à fait. J'appelle Patricia demain matin, ai-je dit, faisant référence à l'avocate qui avait rédigé notre contrat de mariage il y a 12 ans. J'applique chaque clause de notre contrat. Tu l'as signé, Claire. Tu as accepté que l'infidélité entraînerait la renonciation à la pension alimentaire, au partage des biens, à tout. La couleur a quitté son visage. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Elle est restée là un long moment, oscillant légèrement, comme si elle allait s'effondrer. Puis, sans un mot de plus, elle est montée à l'étage. Je l'ai entendue bouger dans notre chambre, ouvrir des tiroirs et des placards, le bruit de vêtements fourrés dans une valise. Je suis resté dans le salon, fixant les restes calcinés de la voiture de son amant. La police l'avait recouverte d'une bâche, mais la forme était reconnaissable, un monument à la destruction de mon mariage. 20 minutes plus tard, Claire est redescendue avec un sac de voyage et un oreiller. Elle s'est arrêtée à la porte de la chambre d'amis, me regardant avec des yeux rouges et gonflés. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé, ai-je répondu. Et maintenant, nous devons tous les deux vivre avec les conséquences. La porte de la chambre d'amis s'est refermée avec un clic doux. En quelques minutes, je pouvais l'entendre pleurer, des sanglots profonds et déchirants qui traversaient les murs.
Je suis monté dans notre chambre, où l'odeur de son parfum flottait encore sur les draps. Pour la première fois depuis des années, j'avais tout le lit king size pour moi tout seul. Je me suis allongé sur le dos, les mains derrière la tête, fixant le plafond et pensant à la logistique, au papier du divorce, à la protection des actifs, aux caméras de sécurité au travail qui me disculperaient de tout soupçon policier. Au bout du couloir, les pleurs de Claire se sont progressivement calmées en un silence octant. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le bureau de Patricia Rhys était du genre à intimider les gens pour qu'ils disent la vérité. Des livres de droit du sol au plafond, des diplômes d'université prestigieuses, et une vue sur le centre-ville qui criait le succès. Elle pratiquait le droit de la famille depuis 25 ans, et sa réputation pour la rédaction de contrats de mariage en béton était légendaire dans notre cercle social. Elle feuilletait le dossier qu'elle avait sorti de son armoire. Je me souviens de cette affaire. L'avocat de votre femme a essayé de la dissuader de le signer à 3 reprises. J'étais assis en face du bureau en acajou de Patricia, portant mon meilleur costume et un dossier rempli de documents. Elle l'a signé quand même, et maintenant je dois l'appliquer. Patricia a lu à voix haute, clause d'adultère, section 4. Dans le cas où l'une des parties s'engagerait dans des relations sexuelles extra-conjugales, la partie fautive renonce à tous ses droits à la pension alimentaire, au partage des biens matrimoniaux et aux actifs communs acquis pendant le mariage. Elle a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes de lecture. Vous avez la preuve de l'adultère. J'ai fait glisser une clé USB sur son bureau. Rapport de police de mardi soir. Déclaration de ma femme admettant une relation de 6 mois avec la victime. Relevé de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel, des notes de restaurant, des cadeaux que je n'ai jamais reçus. Patricia a branché la clé et a passé plusieurs minutes à examiner les fichiers, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes. Le rapport de police était particulièrement accablant. Les propres mots de Claire, donnés sous interrogatoire officiel, admettant sa relation avec David Davison. C'est un cas d'école d'infidélité selon les termes de votre contrat, a finalement dit Patricia. Mais Jason, je dois vous demander, avez-vous quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à cet homme? J'étais au travail de 14h à 18h30 mardi. Vidéosurveillance, carte de pointage, 8 témoins. La police a déjà vérifié mon alibi. Bien, car s'il y a le moindre soupçon que vous ayez orchestré des violences contre l'amant de votre femme, cela pourrait compliquer la procédure de divorce. Elle s'est adossée à son fauteuil, m'étudiant. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Pas de tentative de réconciliation? La question m'a semblé presque absurde. Patricia, elle me ment en face depuis 6 mois. Elle a fait entrer un autre homme dans notre maison, dans notre lit. Elle m'a exposé à une responsabilité légale et aux soupçons de la police. Avec quoi exactement devrais-je me réconcilier? Certaines personnes considèrent l'infidélité comme une erreur qui peut être pardonnée. Certaines personnes sont des imbéciles, ai-je répondu. Patricia a souri d'un air sombre. C'est juste. Je déposerai les papiers cet après-midi. Selon les termes de votre contrat, Claire aura 7 jours pour quitter le domicile conjugal et 30 jours pour trouver son propre avocat. Elle garde ses effets personnels, sa voiture, et c'est tout. Tout le reste, la maison. Les investissements, les comptes de retraite, restent à vous. Combien de temps jusqu'à ce que ce soit définitif, ai-je demandé. 6 à 8 semaines, en supposant qu'elle ne conteste pas. Bien que, étant donné la solidité de ce contrat et les preuves de l'adultère, tout avocat digne de ce nom lui conseillera d'accepter les conditions. J'ai quitté le bureau de Patricia en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le soleil du matin semblait plus brillant, le trafic plus fluide, et même la musique d'ascenseur de mon immeuble paraissait moins irritante. Pour la première fois depuis mardi soir, j'avais une voix claire devant moi. Claire m'attendait quand je suis rentré, assise à notre table de cuisine avec une tasse de café et une expression d'optimisme forcé. Elle s'était coiffée et maquillée avec soin, portant la robe bleue que j'avais un jour qualifiée de ma préférée. Cette tentative désespérée de normalité était presque pathétique. Alors que je franchissais la porte, elle a dit, « J'ai fait des réservations chez Romano S pour ce soir, 19h30. Je pensais qu'on pourrait parler, vraiment parler de comment arranger ça. » J'ai posé ma mallette sur le comptoir et desserré ma cravate. Annulé. Jason, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais on peut surmonter ça. J'ai déjà appelé le docteur Ethan pour une thérapie de couple.
Elle a une place la semaine prochaine. Claire, arrête. Les papiers étaient dans ma mallette, signés et notariés, prêts à être signifiés. Mais en la regardant assise là dans cette robe bleue, essayant désespérément de sauver ce qu'elle avait déjà détruit, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Tu dois appeler un avocat aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Son visage est devenu pâle. De quoi tu parles? J'ai demandé le divorce ce matin. Les papiers te seront signifiés demain. La tasse de café lui a glissé des mains, se brisant sur le sol de la cuisine. Le liquide chaud a éclaboussé le carrelage et elle a fixé le désordre comme si elle ne pouvait pas comprendre comment c'était arrivé. Tu ne peux pas être sérieux, Jason. J'ai fait une seule erreur. Je l'ai coupé. Tu as fait la même erreur chaque jour pendant 6 mois. Elle pleurait à nouveau, mais ce n'étaient pas les sanglots brisés de mardi soir. C'étaient des larmes de colère, désespérées et manipulatrices. Très bien. Divorce. Mais tu ne peux pas me jeter dehors sans rien. Je t'ai donné les plus belles années de ma vie. Tu m'as donné 12 ans de mensonges. Et selon notre contrat, l'infidélité signifie que tu n'as rien. La transformation a été instantanée. Les larmes se sont arrêtées. Son visage s'est durci. Et pendant un instant, j'ai vu la personne qu'elle était vraiment sous toute cette comédie. Espèce de salaud. Tu avais tout prévu. J'avais prévu la possibilité que tu puisses te révéler être exactement qui tu es. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Je vais me battre. Je contesterai tout. Aucun juge n'appliquera ce contrat ridicule. Bonne chance. Patricia Rhys pense le contraire, ai-je répondu. La reconnaissance du nom l'a frappée immédiatement. Patricia avait une réputation dans notre cercle social, et Claire savait exactement ce que signifiait le fait que je l'ai engagée. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a dit Claire en reculant vers l'escalier. Tout va trop vite. Prends tout le temps dont tu as besoin. Tu as 7 jours pour déménager. Elle s'est arrêtée au bas de l'escalier, s'agrippant à la rampe. Et l'enquête de police? Et s'ils t'arrêtent? Ils ne le feront pas. Mon alibi est solide. Mais et si je l'ai coupé. Claire, je n'ai pas blessé ton petit ami. Mais je ne vais pas laisser ces problèmes devenir les miens plus longtemps qu'ils ne le sont déjà. Elle est montée à l'étage sans un mot de plus. 1 heure plus tard, je l'ai entendue au téléphone, appelant probablement sa sœur ou sa mère, racontant une version des événements qui la présentait comme la victime. Laissons-la faire. Demain, toute l'histoire serait académique. J'ai commandé un plat chinois à emporter et j'ai dîné seul à la table de la cuisine, lisant l'inventaire préliminaire des actifs de Patricia. La maison, les investissements, les comptes de retraite, tout resterait à moi, exactement comme nous l'avions convenu il y a 12 ans, quand Claire était si pressée de m'épouser qu'elle aurait signé n'importe quoi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans notre lit tandis que Claire restait dans la chambre d'amis. À travers les murs, je pouvais l'entendre passer des appels, sa voix alternant entre les larmes et la colère alors qu'elle essayait de trouver quelqu'un qui lui dirait ce qu'elle voulait entendre. Mais les chiffres ne mentaient pas, et les contrats non plus. Dans quelques semaines, je serai complètement libéré d'elle, avec mes actifs intacts et ma conscience tranquille. C'était la meilleure nuit de sommeil que j'avais eue depuis des années. La salle d'interrogatoire du poste de police était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Néon, table en métal, chaise qui avait connu de meilleures décennies. La détective Morrison était assise en face de moi avec un dossier épais et un magnétophone, passant en revue mon emploi du temps pour la 3e fois en 4 jours. Donc, vous avez quitté le travail à 18h30 mardi, a-t-elle dit en consultant ses notes. Votre superviseur le confirme. La vidéosurveillance vous montre passer votre badge à 18h32. C'est exact, ai-je répondu. Vous êtes rentré directement chez vous, a-t-elle demandé. Directement. Le même trajet que je prends tous les jours. Elle a tourné plusieurs pages. Nous avons vérifié votre présence au travail, parlé à votre équipe, examiné la vidéosurveillance de l'entrepôt. Tout concorde. J'ai maintenu la même expression calme que j'avais arborée depuis le début de cette affaire. J'espère que cela aide à clarifier les choses. En fait, oui. Nous ne vous considérons plus comme une personne d'intérêt dans l'agression de Monsieur Davison. Un poids que je n'avais pas réalisé que je portais s'est soulevé de mes épaules. C'est une bonne nouvelle.
Des pistes sur qui l'a fait? La détective Morrison a fermé le dossier et éteint l'enregistreur. Entre vous et moi, monsieur Miller, les crimes de ce genre se répartissent généralement en deux catégories, la violence gratuite, ce qui n'est clairement pas le cas ici, ou les conflits personnels. Étant donné que monsieur Davison rendait visite à votre femme et que quelqu'un l'a battue jusqu'à l'inconscience dans votre allée. Elle a laissé la suggestion en suspens. Vous pensez que c'est lié à Claire, ai-je demandé. Je pense que votre femme n'a pas été entièrement honnête sur la nature de sa relation avec la victime. Mais ce n'est plus votre problème, n'est-ce pas? Je pouvais entendre la procédure de divorce dans sa voix. Les nouvelles allaient vite dans une ville de cette taille, surtout quand Patricia Rhys était impliquée. Non, ce n'est plus mon problème. Sortir du poste de police, c'était comme sortir d'un tunnel. Le soleil de l'après-midi était chaud sur mon visage et je n'avais nulle part où aller sauf chez moi. L'enquête était close en ce qui me concernait et les problèmes de Claire devenaient rapidement la responsabilité de quelqu'un d'autre. Mais en traversant la ville, mon esprit est revenu à mardi soir. Pas la version aseptisée que j'avais donnée à la police, mais ce qui s'était réellement passé. J'avais quitté le travail à 18h30 précise, comme je leur avais dit. Mais je n'étais pas rentré directement chez moi. Au lieu de cela, j'avais fait un détour par ma maison d'abord, une chose que je faisais depuis des semaines chaque fois que je remarquais cette BMW inconnue dans mon allée pendant mes pauses déjeuner. Je l'avais vue là 3 fois le mois dernier, toujours garée au même endroit où les visiteurs se garaient habituellement. Ce mardi-là, en passant en voiture à 17h45, je l'ai vue à nouveau. La BMW de Davison, garée dans mon allée comme si elle y avait sa place. Je me suis garé à 4 rues de là et je suis revenu à pied, entrant par la porte du sous-sol avec un silence exercé. Les bruits de l'étage ont confirmé ce que je soupçonnais depuis des semaines. Le rire de Claire, intime et sincère d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. La voix d'un homme que je n'avais jamais rencontré, parlant à ma femme avec une familiarité désinvolte. J'ai attendu au sous-sol pendant plus d'1 heure, les écoutant se déplacer dans ma maison, s'asseoir sur mes meubles, probablement boire dans mon bar. La rage montant lentement, méthodiquement, comme la pression dans une chaudière. Regardant par la fenêtre du sous-sol, Davison quittait enfin la maison vers 19h15, confiant et détendu, consultant son téléphone en marchant vers sa voiture. Un bel homme en costume coûteux, se comportant comme quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences. Le suivant dehors, le Louisville Slugger, parfaitement équilibré dans mes mains. Le passe-montagne que j'avais pris dans notre équipement de sport d'hiver, tiré sur mon visage. La surprise de Davison se transformant en peur alors qu'il réalisait ce qui se passait. Le premier coup atteignant ses côtes, le second son épaule, le passage à tabac systématique et méthodique qui a suivi. Chaque impact calculé pour causer une douleur maximale sans invalidité permanente. La satisfaction de le voir effondrer dans mon allée, comprenant enfin que les actions ont des conséquences. L'essence de notre tondeuse à gazon, les allumettes de notre kit d'urgence, l'intérieur en cuir de la BMW prenant feu avec une rapidité surprenante. Enlevant le masque et les gants, me lavant les mains dans l'évier du sous-sol, changeant de vêtements, cachant les preuves dans l'atelier. Puis faisant le tour du pâté de maison et rentrant chez moi à 18h47 précise pour découvrir la scène. Ma performance digne d'un Oscar, feignant la confusion et l'inquiétude à l'arrivée de la police. Ce souvenir a fait naître un sourire sur mes lèvres alors que je me garais dans mon allée. Le squelette brûlé de la voiture de Davison avait été remorqué, ne laissant qu'une tache noire sur l'asphalte. La voiture de Claire était partie aussi. Probablement chez sa sœur, où elle séjournait depuis que les papiers du divorce avaient été signifiés. À l'intérieur, la maison semblait différente, plus propre, plus calme, plus comme si elle m'avait toujours appartenu au lieu d'être un espace partagé où j'étais simplement toléré. Je me suis versé 2 doigts de bourbon et je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, celui dont Claire s'était toujours plainte. Par la fenêtre du salon, je pouvais voir Madame Patterson, la voisine, travailler dans son jardin, espérant probablement apercevoir le dernier drame du quartier. Laissons-la regarder. L'enquête de police était close. Mon mariage se terminait selon mes conditions, et David Davison passerait les prochains mois à apprendre à marcher sans boiter. Le bourbon avait le goût de la victoire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Claire. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de la maison. J'ai supprimé le message sans répondre. Nous avions assez parlé. Il était temps pour elle d'apprendre à quoi ressemblerait le reste de sa vie. Le soleil se couchait,
peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Dans quelques heures, j'irai me coucher dans ma propre maison, dans mon propre lit, sans avoir à écouter la respiration de Claire ou à m'adapter à son besoin que la pièce soit précisément à 20 degrés. Demain, je me réveillerai en homme célibataire sans aucune obligation envers personne d'autre que moi-même. Ça allait être une très belle vie. 2 semaines après la finalisation du divorce, je préparais du café pour une personne dans ma cuisine en regardant les nouvelles du matin. Le bulletin météo promettait une autre belle journée. Ensoleillée, douce, parfaite pour la partie de golf que j'avais prévue avec mon ami Mike du travail. Claire avait complètement déménagé la veille, n'emportant que ce que le contrat de mariage lui permettait de garder. Sa voiture, ses vêtements, ses bijoux, et la réalisation amère de ce que ses choix lui avaient coûté. La maison semblait immense sans sa présence, mais de la meilleure façon possible, comme s'étirer après avoir été à l'étroit dans un petit espace pendant des années. Le journal local a mentionné la convalescence de Davison. Il avait quitté l'hôpital avec un plâtre de marche et plusieurs broches dans les côtes, faisant face à des mois de physiothérapie. La police avait officiellement classé l'affaire, citant un manque de preuves et de suspects. Le journaliste a mentionné qu'il s'agissait probablement d'un acte de violence aléatoire, peut-être un vol qui avait mal tourné. J'ai souri dans ma tasse de café. Mike est venu me chercher à 9h et nous avons passé la matinée au Riverside Country Club, où j'avais conservé mon adhésion tout au long du mariage malgré les plaintes de Claire sur les dépenses. Elle avait toujours vu cela comme une frivolité, mais maintenant je comprenais que c'était un investissement dans ma vie sociale post-divorce. Alors que nous nous dirigions vers le 10e trou, Mike a dit, « Tu sembles différent, plus léger. Je suppose que 12 ans de poids mort font ça à un homme. » Des regrets, a-t-il demandé. J'ai réfléchi à la question en alignant mon cou. Sur le divorce ? Aucun. Sur le fait d'avoir attendu si longtemps pour le faire ? Plein. La balle a filé droit et a atterri exactement là où j'avais visé. Tout dans ma vie semblait aussi précis maintenant. Contrôlé, intentionnel, à moi. Nous avons déjeuné au clubhouse où plusieurs connaissances se sont arrêtées à notre table pour offrir leurs condoléances pour mon mariage et leurs félicitations pour ma liberté. La nouvelle de l'adultère de Claire et des termes de notre divorce s'était répandue. Dans notre cercle social, l'adultère était encore considéré comme un grave manquement à la confiance, et le consensus semblait être que j'avais géré la situation avec une dignité appropriée. Devant son sandwich, Mike a dit, « J'ai entendu dire qu'elle restait temporairement chez ses parents. Le contrat lui a donné 60 jours pour trouver un logement permanent. » C'est dur, a-t-il commenté. Ce sont les conséquences, ai-je répondu. Mike a hoché la tête avec approbation. Il avait traversé son propre divorce compliqué 5 ans plus tôt, mais sans la protection d'un contrat de mariage. Son ex-femme avait pris la moitié de tout et percevait toujours une pension alimentaire. « Tu as toujours été le plus malin, » a-t-il dit. Cet après-midi-là, je suis rentré dans une maison qui était entièrement la mienne. Pas de compromis sur la disposition des meubles, pas de dispute sur le thermostat, pas besoin de s'adapter à l'horaire ou aux préférences de quelqu'un d'autre. Je pouvais manger ce que je voulais, regarder ce que je voulais, me coucher quand je voulais. La liberté était enivrante. J'avais appris par des amis communs que Claire avait du mal, vivant chez ses parents à 34 ans, confrontée à la réalité de reconstruire sa vie à partir de zéro, sans coussin financier et avec une réputation entachée par son adultère. Certains de nos anciens amis avaient exprimé leur sympathie pour sa situation, mais la plupart avaient pris mon parti une fois que toute l'histoire était sortie. Davison, selon le même réseau de commérages, avait mis fin à leur relation immédiatement après sa sortie de l'hôpital. Apparemment, la réalité d'avoir été battu à mort avait refroidi son enthousiasme pour coucher avec des femmes mariées. Je n'ai ressenti aucune culpabilité à ce sujet. Claire avait fait ses choix et Davison avait fait les siens. J'avais simplement veillé à ce que ces choix aient des conséquences appropriées. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner parfait. Un steak cuit exactement comme je l'aimais. Du vin de la bouteille que Claire avait toujours jugé trop cher pour un soir de semaine. Un dessert que je n'avais pas à partager. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée et le silence qui m'entourait. En nettoyant, mon téléphone a sonné. Le numéro de Claire est apparu sur l'écran, mais j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Quoi qu'elle veuille dire, ça ne m'intéressait pas de l'entendre. Nos affaires étaient terminées. Le message vocal était 3 minutes de larmes et de supplications, demandant une autre chance, promettant qu'elle avait appris sa leçon, me suppliant de reconsidérer les termes du divorce.
Je l'ai supprimé sans l'écouter en entier. À 22 heures, je suis monté dans ma chambre, pas notre chambre, juste la mienne maintenant, et je me suis préparé à dormir. Le lit king size s'étendait devant moi comme un océan de possibilités. Je pouvais dormir en diagonale si je le voulais, ou m'étaler comme une étoile de mer, ou empiler tous les oreillers d'un côté. Au lieu de cela, je me suis allongé sur le dos au centre du lit, les mains derrière la tête, et j'ai fixé le plafond. La maison était parfaitement silencieuse, à l'exception des bruits subtils du bois qui travaille et du bourdonnement lointain du réfrigérateur en bas. Pas de pleurs depuis la chambre d'amis, pas de soupirs passifs-agressifs à propos de quelque chose que j'aurais prétendument mal fait. Pas de faux semblant de dormir quand Claire voulait discuter de ses sentiments sur notre relation. Juste la paix. J'ai pensé à Davison, probablement allongé dans son propre lit, ses blessures lui lançant, se demandant qui l'avait battu et pourquoi. J'ai pensé à Claire, pleurant dans son oreiller d'enfance pendant que ses parents chuchotaient sur la déception qu'elle était devenue. J'ai pensé à la vie que j'allais construire à partir de maintenant. Voyage, hobby, peut-être un jour sortir avec quelqu'un qui comprenait la loyauté et l'engagement. L'avenir s'étendait devant moi comme une route ouverte. Dehors, le quartier s'installait dans son rythme nocturne. Des chiens promenaient, des lumières de Porsche s'allumant, des familles suivant leur routine du coucher. Des gens normaux menant des vies normales, la plupart d'entre eux n'ayant jamais à faire face au genre de trahison que j'avais enduré. Mais je l'avais géré parfaitement, méthodiquement, avec la même attention aux détails que j'apportais à tout le reste de ma vie. L'enquête de police était close. Le divorce était définitif. Mes actifs étaient protégés. Ma réputation était intacte. La justice avait été rendue selon mes conditions, et l'avenir m'appartenait entièrement. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé emporter par le sommeil profond et sans rêve d'un homme à la conscience tranquille et sans le moindre regret. Et nous voilà arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou y a-t-il eu un rebondissement que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer.